National et unitaire du dimanche 13 janvier prochain contre le projet de loi Taubira et le mariage, l'adoption et la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. 3 lieux de rendez-vous ont été fixés aux manifestants, Place d'Italie, Porte Maillot et d'Enfer Rochereau à Paris, pour faire converger les Français venus de tout le pays vers le centre de la capitale et faire entendre leur voix dans ce débat de société qui les inquiète. Combien seront-ils? Pourquoi et comment les rejoindre? La réponse dans La Voix est libre. Et si vous comptez rejoindre les rangs de cette mobilisation, vous pouvez nous appeler et nous faire part de votre témoignage au 01 56 56 44 00. Et puis bien sûr, si vous ne comptez pas y aller, que vous êtes contre l'idée de cette manifestation ou que vous avez des réserves ou si vous voulez faire entendre votre avis sur ce texte, n'hésitez pas à nous appeler, un seul numéro, 01 56 56 44 00. Puis vous pouvez bien entendu nous écrire à l'adresse mail de l'émission. On consulte vos courriers et on lit vos questions à l'antenne et on essaie d'y répondre. La voix est libre @radionotre-dame.com. Et pour en parler, je suis heureux de recevoir 2 invités aujourd'hui. Bonjour messieurs, il s'agit de Lionel Lombroso. Bonjour. Bonjour, vous êtes juif, athée, de gauche, c'est vous qui le dites. Oui. Fondateur de David et Eugénia, vous nous direz un mot sur ce dont il s'agit. Et vous êtes membre et porte-parole du collectif de la Manif pour tous. Merci beaucoup d'être là. Merci. À côté de vous, Albéric Dumont également. Bonjour. Oui. Bonjour Alexandre. On vous avait déjà reçu au courant décembre, puisque vous êtes membre de ce même collectif de la Manif pour tous, en charge de la logistique. Alors, comment va la logistique ? Écoutez, c'est la dernière ligne droite, donc qui demande énormément de travail, mais voilà, on est nombreux, on est mobilisés, on travaille jour et nuit pour que tous les manifestants arrivant de Paris, de province et même de l'étranger puissent être accueillis dans des meilleures conditions possibles. Un mot peut-être du nombre de membres de ce collectif, de ceux qui travaillent dans votre équipe, pour que la logistique se mette en place et que tout tourne bien. Aujourd'hui, vraiment dans l'équipe de la logistique, on est une 50aine, mais au niveau national, qui travaille notamment à la mobilisation des cars, on est plusieurs centaines, je dirais peut-être 400, 500 personnes aujourd'hui, à plein temps. 400, 500 personnes qui se sont présentées spontanément ? Comment vous avez battu le rappel ? On a eu au départ vraiment un appel au bénévolat, puis on a été rejoint par des associations qui elles-mêmes nous ont aidés par le maillage de leur réseau. On a superposé ces réseaux associatifs pour trouver vraiment des responsables au niveau local, dans un maximum de départements et de communes. Lionel Lombroso, on a l'impression que c'est une véritable petite armée qui s'est montée là avec, on l'a entendu, un réseau. Enfin, on n'avait pas l'habitude de voir un tel réseau se déployer, autant de militants associatifs pour combattre pour la famille finalement quelque chose d'assez traditionnel. Mais c'est qu'en fait on touche à quelque chose qui est fondamental et qui est important pour un grand nombre d'entre nous, au-delà des religions, des sensibilités politiques, etc. Voilà, on touche à un noyau dur et la masse qui se lève est très variée et représente le peuple français dans son ensemble. Alors on lit dans Libération de ce matin que pour parvenir à insérer dans le projet de loi un amendement favorable à l'assistance médicale à la procréation pour les couples homosexuels, c'est peut-être un peu technique, mais on reviendra sur tous ces termes. Le groupe PS, le président du groupe PS à l'Assemblée, a fait passer le vote de cet amendement le mercredi pour s'éviter que les élus de régions de gauche, qui sont majoritairement défavorables à cette idée d'ouverture de la PMA, de l'AMP aux couples homosexuels, ne soient pas là, puisque cette base provinciale est de retour dans sa région, dans son département le mercredi après les votes du mardi. 126 pour, 61 contre, 9 abstentions et 100 absents. Est-ce qu'il n'y a pas là un cynisme du gouvernement ou de cette gauche-là à vouloir coûte que coûte provoquer des bouleversements de la société par tous les moyens ? Cynisme, peut-être qu'il n'y a pas lieu d'utiliser ce mot-là. Il y a de la tactique politique, électorale. J'ai lu Libération, mon journal, ce matin en venant vous voir dans le RER, et j'ai évidemment lu l'article auquel vous faites allusion. Il semble que le gouvernement, pour pacifier la question avec ses députés PS, veuille séparer la question d'abord du mariage et du droit à l'adoption et l'AMP ou PMA, procréation médicalement assistée, de le reporter à un projet de loi plus global sur la famille
qui traiterait des problèmes des beaux-parents, des parents, des familles recomposées. D'ailleurs, nous, notre mouvement La Manif pour tous, nous avons tout à fait ces questions-là en tête aussi. Nous avons un discours sur ces questions-là. C'est effectivement des questions qu'il faut traiter dans la société française d'aujourd'hui, mais pas en passant par un bouleversement de la notion de mariage. Donc j'étais en train de dire que le gouvernement joue son jeu pour essayer de faire passer un peu tout ça. Il est vrai que si les plus remontés des députés socialistes réussissaient à introduire l'amendement sur la PMA au projet de loi sur le mariage et le droit à l'adoption, il y a des chances que le Conseil constitutionnel censure cette inégalité, puisque seules les femmes auraient accès à les femmes de couple homosexuel. Voilà. À moins d'ouvrir la possibilité aux hommes d'avoir recours à des mères porteuses, par exemple, puisque ça existe déjà, ça paraît fou, mais ça existe aux États-Unis et on entend des voix comme celle de Pierre Berger, penseur quand même de la gauche actuelle et financier du Monde, par exemple, qui disait qu'après tout, ça le dérangeait pas plus qu'un ouvrier loue ses bras et qu'une femme loue son ventre finalement pour oui, j'ai été surpris. Il y a quand même un glissement aussi d'une certaine gauche à laquelle vous semblez ne pas vouloir appartenir, qui est libérale au sens que tout se vaut, après tout la liberté individuelle l'emporte sur tout. Oui, enfin moi j'utiliserais pas le mot de libéral, mais plutôt d'hyper-individualisme, c'est-à-dire que ce sont de plus en plus les désirs de chaque individu qui prétendent primer. Si vous voulez, je pense que c'est dans la tendance des dernières décennies où on s'est de plus en plus préoccupé du sort des plus défavorisés, des minorités, des opprimés. Une tendance de la société qui n'est pas en elle-même mauvaise, sauf quand elle part en roue libre et qu'on on fasse du pathos sur des choses qui ne justifient pas. Oui, qui ne méritent pas. Albéric Dumont, face à cet hyper-individualisme, se manifeste une grande ampleur, un grand mouvement. Combien attendez-vous de manifestants, si vous pouvez nous dire, vendre un peu la mèche que ça ce matin. Est-ce que, surtout, ils répondent présents? Vous avez parlé de vos nombreux mobilisés qui recherchent des places de car, des places de TGV, on en avait parlé la dernière fois. On en est où? Voilà, combien de monde, combien de divisions, puisque c'est le terme consacré désormais. Donc plusieurs questions que vous nous posez. La première qui est la question des chiffres. Effectivement, question qui est extrêmement pointue et difficile à répondre, puisque même la préfecture a du mal à évaluer le nombre de manifestants. C'est une manifestation qui est citoyenne, qui est incontrôlable, entre guillemets, même si mon travail à moi va être de canaliser ces flux. Donc les gens viennent de partout, il est très difficile aujourd'hui de connaître le nombre de manifestants à l'avance, surtout pour ce mouvement La Manif pour tous. La question véritablement est de savoir, le seul chiffre sur lequel on peut se baser, c'est les manifestants que nous avons déjà réussi à réunir le 17 novembre et le 8 et 9 décembre. Voilà. On était à peu près 350 000 au niveau national. On espère quand même dépasser ce chiffre à Paris le 13 janvier. Concernant la mobilisation en province, de très nombreux cars s'organisent. On est déjà à 650 aujourd'hui et de nombreux cars ne sont pas encore recensés. Donc déjà, s'il y a des organisateurs de cars qui n'ont pas encore été recensés, je les appelle à contacter le site de la Manif pour tous. Et voilà, sur ce même site, www.lamanifpourtous.fr, vous retrouvez des propositions de covoiturage, de logements gratuits à Paris, des Parisiens et des Franciliens qui proposent leur logement pour les provinciaux qui ne sauraient pas où se loger la veille. Vous avez les départs des 650 bus, il reste encore des places, et quelques places de TGV, notamment au départ de Aix et Marseille. 650 bus qui viennent de toute la France? Qui viennent de toute la France, beaucoup du Nord, Lille, l'Ouest, Rennes, Le Mans, un peu moins du Sud, parce que forcément les conditions de voyage sont très très longues et fatigantes, plus de TGV vraiment du Sud. Malgré les difficultés que nous a posées la SNCF. Et il n'y aura pas de manifestation au sud de Lyon, justement pour permettre à tous les militants ou tous les mobilisés du sud de la France de se manifester quand même? Malheureusement, on a prévu une manifestation unitaire et nationale à Paris. Et, on voulait en faire une. Il y a eu les manifestations régionales le 17 novembre, 8 et 9 décembre, et la manifestation nationale à Paris. Voilà. Vous parliez des troubles avec la SNCF. Qu'est-ce qui s'est passé grosso modo?
c'est pas un trouble, mais pour la marche dite pour l'égalité des droits, le 16 décembre, organisée par LGBT, le Parti communiste, le Parti socialiste, vous avez trouvé des places au départ de Rennes qui étaient à 10 € proposées par le Parti socialiste aller-retour. Aujourd'hui, la SNCF pour le même trajet nous propose un trajet de 110 € par place. Donc je doute que le Parti socialiste paye 90 € ou plus par manifestant pour manifester, premièrement. Deuxièmement, rien que pour la région sud-ouest, nous avons demandé 42 000 places de TGV, il nous en a été accordé 4 500 je crois. Je pense que là, malgré la bonne volonté affichée de la SNCF, on est en droit de se poser des questions. Lionel Lombroso, vous nous parliez tout à l'heure de David et Eugénia, de quoi s'agit-il ? C'est une signature en quelque sorte. Certains parmi nous ont une association, c'est le cas de Xavier Bongibaud avec Plus gai sans mariage, et le reste d'entre nous, ou en tout cas dans mon cas, il s'agit d'une signature, on en a parlé avec Frigide, il ne s'agit pas d'une association, mais d'un pastiche, parce que c'est comme ça qu'on est chez nous. On est dans la bonne humeur, avec Frigide on parlait de cette association homosexuelle catholique qui s'appelle David et Jonathan. Et voilà, David est un nom juif et biblique. Ma femme s'appelle Eugéna, et David et Eugéna, c'est peut-être pas un nom d'association réel, mais ça véhicule quelque chose auquel je suis attaché, et nous sommes attachés. C'est l'élan vers l'altérité, qui est en fait l'argument fondamental pour conserver à l'union homme-femme et au mariage une spécificité marquée par un nom, par une tradition et par une institution. Et donc cette altérité, dans le cas de Gina, en fait son diminutif, moi je l'appelle Gina, Eugéna, et qui veut dire bien-né. Elle est américaine, elle est venue en France et puis elle a décidé de s'installer en 79. Elle est de famille catholique, et donc c'est une triple altérité qui contribue à notre développement depuis 30 ans, c'est-à-dire donc homme, femme, français, américain, de milieu juif et de milieu catholique. Voilà. Tout le monde est vraiment représenté effectivement dans ce collectif La Manif pour tous, dont je rappelle le site internet www.lamanifpourtous.fr. Et puis on va mettre un petit coup de projecteur sur un autre site internet ce matin. Il s'agit de celui de Nathalie de Villiancourt qui est en ligne avec nous, qui pour que tout le monde soit bien représenté dans ce débat, eh bien a pris le contre-pied de ce que disait le rapporteur de ce projet de loi pour le mariage homosexuel, qui avait dit, je crois, dans une formule maintenant célèbre, mais où voulez-vous que je trouve les associations opposées à ce mariage? Je vais quand même pas aller lire les pages jaunes en entier. Alors c'est paradoxal parce que vous parliez, et on reviendra dessus, des 38 ou 39 collectifs qui composent la Manif pour tous. Eh bien en voilà un de plus, il s'agit d'homovox.com, et Nathalie de Villiancourt est en ligne avec nous. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Un mot de l'intuition qui vous a guidé pour fonder ce site, et de quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de citoyens qui se sont rencontrés un petit peu par hasard, je dirais, et qui ont fait le constat que on entendait surtout dans les médias toujours le même discours, qui aurait tendance à dire que tous les homosexuels ne formaient qu'un seul groupe unique, une seule communauté, et qu'ils seraient tous favorables automatiquement à ce projet de mariage et d'adoption. Or nous, on s'est rendu compte à quelques-uns, en parlant avec nos amis homosexuels, que c'était pas tellement le cas. Donc il y avait un vrai décalage entre la réalité et puis le discours unique qu'on pouvait entendre dans les médias, qui était en fait porté surtout par des groupes de pression, qui ont des moyens surdimensionnés. Vous citiez tout à l'heure un penseur de la gauche. On sait bien qu'il y a beaucoup d'argent dans ces groupes de pression, mais que finalement, ils représentent une très petite minorité en nombre, et que c'était important de pouvoir entendre tous les hommes et toutes les femmes citoyens qui vivent dans notre pays, qui sont homosexuels et qui ne se sentent absolument pas représentés par cette pensée, et qui sont opposés au projet de loi sur le mariage. Alors formellement, c'est un site qui met en avant des petites vidéos, des petits témoignages. C'est un site donc www.homovox.com
qui met en ligne des petites vidéos de 2 minutes où ces personnes expliquent leurs arguments. Alors chacune a ses arguments qui lui sont propres, ils sont tous différents, autant de personnes, autant d'arguments différents. Alors aujourd'hui, si vous voulez, on a fait ça avec, alors nous, 0 moyen pour le coup, donc c'est un site, et on a fait ça en quelques semaines sans aucun budget. Donc pour l'instant, il y a un nombre restreint de vidéos. On continue, d'ici la manif, on espère en avoir au moins une quinzaine. Depuis que le site est ouvert hier, on a énormément de demandes de personnes qui nous disent « mais moi aussi je veux témoigner », des personnes homosexuelles qui se sentent isolées, qui n'ont jamais osé prendre la parole et qui disent « mais nous aussi on est contre ce projet de loi, nous aussi on en a marre que des lobbies LGBT parlent à notre place, on n'a pas voté pour eux, on les a pas élus, et nous aussi on voudrait témoigner sur votre site. » Donc avec nos petites caméras familiales, artisanales, on va essayer de les mettre en ligne d'ici la manif du 13. Et puis on sait qu'on représente des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes homosexuelles dans ce pays qui n'ont jamais eu la parole. Et parmi eux, c'est vrai qu'il y a un discours qui revient souvent, pardon Lionel, non, je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Je vais en citer quelques-uns. Il y a Jean-Pierre, réalisateur, Jean-Marc, maire d'une commune de Bourgogne, Philippe Arignot, que l'on connaît bien, prof d'espagnol, spécialiste et théoricien, on peut dire, de la culture homosexuelle. Il a beaucoup écrit là-dessus, sur tous les codes de l'homosexualité. Voilà. Xavier Bongibaud, porte-parole de la Manif pour tous, et militant associatif. Eh bien, ce que l'on entend, la plupart s'étaient déjà fait connaître, soit par leurs travaux, soit par leur mobilisation, soit par des petites tribunes par lesquelles ils avaient tenté de contribuer au débat, dont celle de Jean-Pierre, par exemple, réalisateur de télévision, sur laquelle j'étais tombé, et qui disait qu'effectivement, il ne se reconnaissait absolument pas dans la voix et les positions de la communauté gay. Il faisait un distinguo entre la communauté gay et les homosexuels, et les personnes homosexuelles. Disons que la communauté gay, elle aspirait surtout à vivre entre elles et à imposer un peu au monde en général. Là, pour l'instant, les vidéos qui sont ensuite sur notre ligne, ce sont effectivement des personnes qui se sont exprimées et qui ont souhaité s'exprimer. Ce que je constate moi tous les jours avec les personnes homosexuelles avec qui je suis en lien, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas s'exprimer parce que il y a une pensée unique, parce que dès qu'on s'exprime, on est traité d'homophobe. Donc il y en a énormément ou qui ne sont pas suffisamment à l'aise avec leur homosexualité pour se montrer à visage découvert. Donc on va faire aussi des témoignages écrits. Et puis des tas de gens qui sont totalement inconnus et totalement qui n'ont pas envie de parler dans un micro et de montrer leur tête dans les médias. Mais vraiment, ils sont extrêmement nombreux et extrêmement sensibles d'entendre une parole vraie sur l'homosexualité et d'entendre que le mieux-être des personnes homosexuelles, leur meilleure intégration dans la société ne passe pas par le mariage qui serait singer les hétérosexuels, mais par d'autres voies qui sont tout à fait possibles. Voilà. Merci Nathalie de Villancourt, vous restez en ligne avec nous bien sûr, et puis vous continuez de participer au débat. Lionel Lombroso, une réaction à ce qu'il vient de dire. Écoutez, c'est un point qui est important dans notre mouvement, c'est que ça n'est pas un mouvement qui est contre quoi que ce soit. Nous on n'a aucune haine, ressentiment ou quoi que ce soit au cœur. Et Nathalie incarne bien ce volet de l'intérêt que nous portons à toutes les questions de notre société, y compris à l'homosexualité, qui est une réalité que nous ne nions pas. Alors c'est un point qui nous a un petit peu occasionné des frottements avec d'autres acteurs de votre monde catholique en particulier, oui, c'est vrai. Voilà, donc mais plus radicaux, disons. Des éléments plus radicaux. Plus à droite, oui. Mais pour nous, c'est essentiel. C'est même pas, ça n'a rien d'artificiel. C'est vraiment ce qu'on pense et ce que porte le mouvement là-dessus. Si vous êtes au moins contre une chose, c'est contre la vraie homophobie, disent les slogans. Oui, si vous voulez, il y a à la fois une sincérité fondamentale dans ce volet de ce que nous exprimons, et puis aussi une utilisation tactique de cette vérité, de ce sentiment. C'est-à-dire que c'est comme un bouclier un petit peu, puisque la seule vraie munition pour nous déstabiliser de la part de nos adversaires, surtout les partisans du projet de loi, c'est de nous envoyer l'accusation d'homophobie de façon répétée, etc. Bon, elle va pas tenir, elle va pas nous laisser
permettre de tenir 2-3 mois, elle va pas permettre à eux de tenir, mais elle est invalidée par notre attitude et par des actions comme celle de Nathalie. Et Albéric Dumont, justement, vous craignez les contre-manifestations ? En fait, on fait extrêmement confiance à la préfecture de police de Paris pour gérer ces contre-manifestants, ces contre-manifestations éventuelles. Ils ont pris conscience de l'ampleur du mouvement et aujourd'hui, je pense que les dispositifs ont été évalués et préparés pour. Donc vous avez eu une écoute favorable à la préfecture ? Écoutez, le 17 novembre, on avait eu un peu de mal à avoir des effectifs de police pour encadrer la manifestation. Oui. Aujourd'hui, on nous a annoncé que tous les CRS et gendarmes mobiles de France et de Navarre étaient mobilisés, obligés de revenir de vacances pour encadrer la manifestation. Un autre exemple. C'est dire si vous êtes dangereux alors. On est, je sais pas si on est dangereux. Vrai hooligan. Important. Non, c'est important. On sera pas dangereux, mais on sera nombreux. Un exemple tout bête, c'est la préfecture de police qui a demandé au Parc des Princes d'annuler le match de foot du PSG du 13 au soir par manque d'effectifs et qui l'a déplacé au 11 janvier. D'accord. Donc pour les supporters de PSG ou d'Ajaccio, le match est reporté au 11 janvier. On aura les CRS pour nous tout seuls le 13 janvier. Cool. Bonne nouvelle. Alors justement, parce qu'on parlait de manifestations unitaires, nationales, est-ce que ces éléments plus radicaux qu'on avait vus, on se rappelle que des manifestations par exemple du groupe Civitas qui avait attiré sur elle un certain nombre de feux de contre-manifestants, Fimène et compagnie, est-ce qu'ils seront avec vous ? Est-ce que vous avez discuté avec eux ? Ils représentent quand même des gens qui, pour la plupart, sont certainement de bonne foi dans leur mobilisation, derrière des slogans peut-être plus discutables ? Le problème des slogans, on a eu les photos du 18 décembre, effectivement, vous aviez malheureusement un slogan sur 2 qui tombait sous le coup de la loi, ce que nous, on ne peut absolument pas se permettre. On a dialogué avec eux, puisque nous, c'est la manif pour tous, donc on tente de dialoguer avec tout le monde. On s'est rendu compte très rapidement que, voilà, malgré eux également, un peu comme la SNCF, une bonne fois affiché, les coups bas, continuaient de pleuvoir. Ils ont annoncé, sans nous concerter, un autre défilé. Écoutez, c'est malheureux, mais nous, on va pas se concentrer sur ce non-problème. Voilà, c'est des gens, vous savez, quand vous faites une campagne, vous avez un objectif qui, pour nous, est défendre la famille, la filiation, le mariage. Quand vous avez des gens qui, aujourd'hui, leur seule argumentation, c'est d'attaquer des personnes sur leurs origines, sur telle ou telle phrase qu'elles auraient pu dire dans les médias, c'est que vraiment vous n'avez rien d'autre à dire et que vous n'êtes là que pour votre personne. Parce qu'il faut rappeler que la plupart des organisateurs de la Manif pour tous ont été visés par un certain nombre de menaces qui venaient pas forcément du camp d'en face. Quand vous retrouvez des éléments sur Internet, c'est aussi mon cas, des éléments personnels sur des membres de votre famille ou des choses comme ça, c'est pas, moi je veux bien croire à la théorie du complot, mais je ne pense pas qu'inter-LGBT s'amuse à trouver les arbres généalogiques. Ça vient forcément de l'intérieur et c'est les menaces qui font le plus mal. Se faire, comme ça a été le cas pour Frigide Barjot, se faire abîmer son scooter sur la voie publique, se faire cracher dessus dans la rue, ça nous arrive, on le supporte parce que voilà, on a dit c'est notre engagement, c'est le coût de notre engagement. Par contre, quand les menaces viennent de l'intérieur, des gens que vous fréquentez, etc., qui vous disent ah bah de toute façon, nous on viendra pas, on ira ailleurs parce que nous on ne peut manifester que derrière nos drapeaux, nos slogans, etc. Une association qui aujourd'hui, il y en a 39, dont des grosses associations, je pense, aux associations familiales catholiques. Alliance Vita, vous en avez quand même 39, dont Homovox qui vient de nous rejoindre. Voilà. Toutes ces associations-là ont été capables de dire, nous, pour ne pas troubler la manifestation, on va tous se mettre derrière la banderole Manif pour tous. Ces associations l'ont fait, il y en a une qui refuse. Écoutez, moi j'ai envie de dire, chacun prendra ses responsabilités. Puis, comme il nous l'a dit lui-même, l'histoire jugera. Donc rappelez-nous les points de rendez-vous. Tout est marqué sur le site, lamanifpourtous.fr. On peut vous soutenir. Est-ce que vous avez de quoi avez-vous encore besoin ? On va reparler de tous les aspects logistiques dans la deuxième partie de cette émission. On a besoin de plusieurs choses. Déjà financièrement, je déteste parler d'argent, mais là on va être obligé d'y arriver. Une manifestation coûte environ 2 à 3 euros par manifestant, que ce soit en termes de sonorisation, de sécurité, puisque vous avez des installations sonores qu'on est obligé de sécuriser. Vous avez du matériel à acheter, à louer. Vous avez des prestations à prendre que nous impose la préfecture, louer des barrières ou des choses comme ça qui sont tout à fait normales, du gardiennage. Toutes ces prestations-là ont un coût qui malheureusement est indépendant de notre volonté. On a tout fait pour avoir des sponsors, on a cassé les prix au maximum, mais il y a quand même ce coût qui nous est imposé.
Et malheureusement, heureusement, il n'y a que des associations avec nous, Ouais. et on en est très heureux. Ces associations-là, bien sûr, n'ont pas Pierre Berger qui veut louer des utérus à tour de bras pour nous aider, et il faut qu'on trouve de l'argent. Et effectivement, sur notre site internet, nous avons un système de dons en ligne, où les gens peuvent adresser leurs dons pour nous aider à financer cette À manifestation. retrouver donc sur www.lamanifpourtous.fr. Juste question de Janine de Paris qui est en ligne avec nous. Bonjour Janine, excusez-nous de vous avoir fait attendre. Votre attention, Je vous en prie. surtout avec ce que vous venez de dire à l'instant. J'ai vu sur Internet que l'Action française, qui est une organisation d'extrême droite très connue, appelle à la manifestation Place d'Italie pour se joindre au service d'ordre. Alors moi j'estime qu'il n'est pas normal que des organisations d'extrême droite antisémites, pour être plus précis, se joignent à notre manif contre la volonté des organisateurs. Il y a une autre manif dont vous venez de parler qui est organisée par Civitas et qui va de Luxembourg à l'école militaire, pour ne pas citer que j'ai vu. Derrière ça, il y a toute l'extrême droite. Or, nous sommes des catholiques, nous ne sommes pas des intégristes, fascistes, qui sont prêts à envoyer les homosexuels à Auschwitz. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur Lombroso doit savoir de quoi je parle. Parce que je suis une juive de religion catholique, comme le cardinal Lustiger. Donc je regrette qu'ils ne sont pas là pour manifester, je peux vous dire. Bon, donc je pense qu'on n'a rien à voir avec ces fascistes. Ils n'ont rien à faire dans nos rangs. Qu'ils appartiennent à l'Action française ou à d'autres groupes d'extrême droite, qu'ils aillent manifester avec les lefébristes ou les partisans de la contre-réforme catholique. Eh bien, Janine de Paris, le message est passé et avec une certaine vigueur. Je peux saluer Janine. Bonjour, Lionel Lombroso. Vous avez fait mention de Jean-Marie Lustiger, dont j'avais apprécié le parcours également, œcuménique au sein de la judéo-chrétienté. Si vous voulez, moi je n'aime pas catégoriser a priori les gens, mettre des étiquettes. Moi j'aime beaucoup voir qui j'ai en face de moi, discuter, être ouvert. Même les gens de Civitas, j'ai moi-même été avocat de la discussion jusqu'au bout pour essayer de faire converger les défilés au Champ de Mars. Ça n'était plus possible. Ils étaient bloqués dans des positions identitaires, puisqu'ils insistaient, comme le disait Albéric tout à l'heure, pour conserver leur banderole, c'est-à-dire pour faire valoir une spécificité. Un militant proche de Civitas me disait hier sur Facebook, me faisait remarquer, mais enfin, votre manif est censé être pour tous et accueillir tout le monde. Vous excluez Civitas. Ça n'est pas du tout le cas. Civitas sont exclus eux-mêmes en voulant porter leur banderole, comme le disait Albéric. C'est le fait que tout le monde en rabatte sur son identité qui nous permet à tous d'être ensemble, d'être justement tous. Retour dans la voie est libre et on remercie Nathalie de Villiancourt qui a dû nous laisser, qui était en ligne avec nous pour nous parler de son site www.homovox.com qui recense la parole des homosexuels, des personnes homosexuelles qui sont contre ce mariage ouvert à tous, qu'ils soient réalisateurs, maires de communes de France ou bien porte-parole, militants associatifs, professeurs de littérature, d'espagnol, etc. Et on continue ce débat sur la manifestation du 13 janvier qui approche à grands pas contre le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels avec Albéric Dumont qui est membre du collectif de la Manif pour tous en charge de la logistique, Lionel Lombroso qui, on en parlait tout à l'heure, se décrit lui-même juif, athée, de gauche, fondateur de David et Eugénia, pour donc ce dialogue entre chrétiens, juifs, de gauche, de droite, tous en faveur d'une certaine idée de la famille, et membre lui aussi et porte-parole du collectif de la Manif pour tous. On va en avoir une troisième qui est en ligne avec nous, il s'agit de Laurence Cheng. Bonjour Laurence. Salut, Bonjour Alexandre. Comment ça va? Très bien, Tous je voudrais saluer aussi mes camarades de combat. Eh ben voilà, ils sont là. Que nous sommes rencontrés Salut Laurence. ou retrouvés à l'appel de Frigide Barjot. Oui, exactement, et des camarades de combat qui ce matin donc s'expriment aussi, Janine de Paris qui était en ligne avec nous, ils sont certainement nombreux encore, et ils peuvent nous appeler au 01 56 56 44 00. Alors Laurence, on a parlé des besoins de la Manif pour tous, des besoins évidemment logistiques, le nombre de cars, les places de train, mais aussi financiers. Quels sont quel est le petit message que vous voudriez adresser à nos auditeurs à maintenant 9 jours de cette grande manifestation? Eh bien, je voudrais préciser, par rapport aux menaces de l'intérieur qu'évoquait Albéric, qu'il circule sur Twitter, par exemple, des appels de certains journalistes à pourrir cette sale manif, dans le texte, en infiltrant les rangs de nos jeunes bénévoles.
Et ça, par exemple, c'est évidemment non seulement bafouer la déontologie, mais plus grave, la démocratie, et plaisanter avec la sécurité des personnes. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'évidemment nous avons besoin de bénévoles, que la sécurité des manifestants sera assurée dans nos rangs et également par la préfecture, mais que nous ne laisserons pas passer ces contre-manifestants. Et qu'il faut pour cela que chacun se lève maintenant. Ceux qui sont venus le 17, ils ont vu le style bon enfant, digne et pacifique et respectueux de très tous. Familial de la manif aussi, pour tous. très familial. Voilà, ils reviendront, je n'en doute pas. Et vous qui n'avez pas pu venir, je dis osez, n'ayez pas peur, venez et vous verrez. Et ne ratez pas ce rendez-vous historique, parce qu'aujourd'hui c'est une union sacrée pour retrouver une forme de paix civile, parce que de quoi parle-t-on? On est passé du mariage pour tous à l'adoption pour tous, maintenant à la PMA pour tous, et demain c'est la GPA pour tous. C'est-à-dire que la procréation médicalement assistée pour tous, c'est auparavant elle était ouverte au cas d'infertilité médicalement prouvée, maintenant c'est l'infertilité biologiquement avérée qui se trouve combattue. Il y a quelque chose de contraire à la nature presque qui est en train de se passer. Ben voilà, c'est une stérilité de fait que nombre de personnes homosexuelles et de couples reconnaissent, comme ceux qui sont sur le site de Nathalie de Villancourt, Homovox, et qui peuvent vivre une autre forme de fécondité en étant acteurs de la société à part entière. Mais aujourd'hui, on tombe dans une réforme qui, moi, en tant que gauche pour le mariage républicain, me choque profondément, parce qu'on est dans l'ultralibéralisme. Pas seulement, c'est vrai, le relativisme, le progressisme dont parlait Lionel, mais l'ultralibéralisme. Or, la défense de la République, c'est celle des plus faibles avant tout, à commencer par les enfants. Est-ce que vous allez compter sur un soutien des politiques au cours de cette manifestation? Nous avons beaucoup fait appel à eux. Nous avons été très soutenus par l'entente parlementaire qui rassemble environ 200 députés et sénateurs, des gens de qualité. Les députés socialistes que nous avons pu rencontrer, certains ont courageusement pris la parole, d'autres reconnaissent qu'ils ne sont absolument défavorables au projet, mais que pour des raisons de consigne de vote et de pression dans le groupe socialiste, ils s'abstiendront ou partiront à la chasse ce jour-là, ce qui est un peu le degré zéro de la démocratie. Et je vous ai entendu parler de l'article de Libé. Effectivement, la majorité paraît plus soucieuse de maintenir une unité de façade, notamment sur la PMA, qui est quand même un sujet extrêmement clivant, que de mesurer les enjeux de ce bouleversement de civilisation. C'est pas moi qui le dis, c'est notre garde des Sceaux. Alors, je pense qu'un bouleversement de civilisation mérite ce que nous demandons depuis le 17 novembre, l'ouverture d'états généraux sur la filiation, les précarités familiales, la tenue d'un référendum qui sera éclairé, et je ne doute pas que les Français feront entendre la raison. Mais pour cela, il faut être très nombreux le 13 janvier. Et le bouleversement de civilisation, ce sera peut-être ce troisième tour social d'un nouveau genre qui entamera peut-être une série de contestations pour l'année 2013. Nous le verrons. Géraldine de Paris est en ligne avec nous. Bonjour Géraldine. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je voulais réagir à ce qu'a dit Nathalie et je voulais vraiment lui dire que je me réjouis de la sortie du site homovox.com. Je viens d'aller dessus et enfin on entend des personnes homosexuelles qui s'expriment et qui disent qu'ils sont contre, qui donnent des arguments qui tiennent tout à fait la route et qui parlent vraiment, j'allais dire, de là où ils en sont. Et moi, je suis professeur, je travaille dans une école où je vois plein de jeunes qui disent oui, pourquoi pas, le mariage homosexuel, c'est l'égalité, enfin tout ce qu'on entend dans les médias. Et bien là, enfin, je vais pouvoir leur donner un lien, leur faire un lien pour qu'ils aillent voir ce qui se passe là-bas, sur ce site. Et voilà. Donc, moi, je suis une petite main de la manif, c'est-à-dire je distribue des tracts et à partir d'aujourd'hui, je vais envoyer à tout mon carnet d'adresses, en fait, un lien avec ce site.
Merci beaucoup, merci Géraldine pour ce témoignage et donc merci pour votre mobilisation. Un message de Blandel aussi qui nous écrit sur le site web de la Voix est libre. Pourquoi ne pas améliorer le Pacs pour l'union des personnes homosexuelles, mais qui témoigne aussi de sa peur pour les enfants et la jeunesse qui sera pervertie par certaines idées, porte ouverte aux mères porteuses, don d'organes. Qu'est-ce qui suivra? Quand est-ce que l'on se mettra à louer autre chose que des ventres? Il faut qu'une force subversive se mette en marche et il faut contrer tout ça très vite. Lionel Lombroso, oui. Est-ce que vraiment ce président de la République qui se voulait normal, rassembleur, l'ami un peu de tous les Français, on l'a vu, de ceux qui se lèvent tôt, de ceux qui se couchent tard, de ceux qui votent ou non, de gauche, de droite, est-ce qu'il laissera une telle contestation enfler lorsque, et Laurent Cheng l'a très bien dit, un tel bouleversement de civilisation est en jeu? Vous me posez la question, mais justement le problème c'est qu'avec François Hollande, on ne sait pas exactement où il veut en venir. C'est le président élu par le peuple que nous reconnaissons, et d'autant plus Laurence et moi qui votons à gauche et qui sommes dans cet esprit-là depuis longtemps. Donc nous n'avons pas d'animosité vis-à-vis de lui, pas plus que Frigide qui veut lui écrire une petite lettre pour Frigide Barjot qui veut lui écrire, et nous allons lire une lettre des Français à François en point d'orgue de notre journée du 13 janvier. Donc François Hollande justement ne montre pas de direction claire, et on aimerait le rencontrer, on aimerait qu'il soit sensible à nos arguments, et pour cela, comme nous le disions avec Albéric, avec Laurence, avec Nathalie, il faut qu'on soit le plus nombreux possible le 13 janvier. Laurence Cheng, justement, qui est toujours en ligne avec nous, ceux qui défendent ce projet de loi parlent beaucoup de l'égalité, l'égalitarisme à tout prix. Quels sont, vous, les arguments que vous pouvez leur opposer en disant que non, cette égalité-là n'est justement pas la bonne, ou elle n'est pas égalitaire? Ben voilà, j'oppose l'égalité, la vraie, à l'égalité égalitariste. Il y a une décision du Conseil constitutionnel de janvier ou juin, je crois, 2011, qui a dit que, à différence de situation, il ne pouvait pas y avoir inégalité de traitement. C'est normal. Donc, il faut aujourd'hui cesser d'infantiliser la société, qui ne devient qu'une société de droits. Tout le monde veut avoir des droits à l'enfant, droit à l'adoption, sans en avoir les devoirs. Avant tout, il y a le droit des enfants. Voilà. Et donc, que notre République retrouve sa vraie devise de liberté, égalité et fraternité, parce que, bon, les combats d'après, c'est quoi? C'est la liberté de disposer entièrement de son corps et la fraternité de mettre fin à des vies. Bon, si vous voulez, là, on est vraiment dans un débat de société qu'on ne peut pas laisser au cabinet ministériel et au lobby des parlements. Lionel Lombroso, les pédopsychiatres d'ailleurs qui ont été interrogés sur cette question sont très tranchés chez eux. Il n'y a pas vraiment, on peut pas dire de majorité qui se détache en faveur de ce projet de loi. Oui, il y a effectivement des voix qui se rangent du côté de nos positions, et d'autres qui, au contraire, plaident comme la gauche de la gauche une espèce de progressisme à tout va. Alors, si je puis me permettre, oui, vous aviez reçu Christian Flavigny. Oui, tout à fait. Il y a peu de temps. Et Christian Flavigny, qui est quand même chef du département de psychanalyse à la Pitié, dit bien qu'un enfant se sent toujours coupable. Et là, il se sentira coupable de n'avoir pas mérité soit de filiation paternelle, soit de filiation maternelle. Vous parlez des enfants adoptés, effectivement, qui, à l'adolescence, s'imaginent avoir été abandonnés par leurs parents de leur propre faute, finalement, comme des enfants non désirés. Mais là, on parle d'enfants adoptés qui sont orphelins par des accidents de la vie. Mais là, on va créer une nouvelle catégorie et discrimination, donc pour le coup proprement inégalitaire, avec des enfants privés de filiation soit paternelle, soit maternelle. Et l'enfant a beau être dans la résilience, comme le dit l'un de nos pédopsychiatres, Vincent Rouillet, nul n'est égal devant la résilience. Certains enfants vont s'en sortir, d'autres vont rester dans cette culpabilité de se dire: qu'ai-je fait
pour ne pas mériter d'avoir un père ou une mère. Sans parler, Lionel Lombroso, de l'espèce de fiction légale un peu déstabilisante, née, réputée par la force de la loi, par le livret d'état civil, née de deux parents du même sexe. Oui, de toute façon, la parole humaine des institutions, des hommes, a vocation à dire des choses qui dépassent la nature. Ça, c'est pas ça qui est anormal. Mais jusqu'où aller? Moi, j'ai aimé que Laurence Cheng parle d'infantilisation, parce que c'est à ça qu'on assiste. Si vous voulez, la parole, la demande d'égalitarisme, d'égalité absolue, c'est une parole infantile qui dit je veux, moi je veux. On sent bien que de ce côté-là, il n'y a pas une conscience politique, c'est-à-dire une conscience de ce qui fait le ciment d'une société et dont font partie des institutions comme le mariage. Peut-être le désir adolescent, effectivement. Voilà. Ève de Longjumeau est en ligne avec nous. Bonjour Ève. Oui, bonjour. Vous Bonjour Paris Notre-Dame. Bon, moi de même, je suis absolument, mais absolument contre le mariage, autant que pour l'adoption. Ce sont des positions complètement contraires à la nature. Vous vous mobiliserez le 13 janvier? Je pourrais pas. J'ai 85 ans et je pourrais pas. Et autour de vous, votre famille se mobilisera. Est-ce que dans votre entourage, vous ressentez cet engagement? J'ai pas de famille autour de moi, mais de toute façon, il faut considérer que ce que nous vivons actuellement, c'est l'opposition de deux consciences, la conscience de vie différente. Merci beaucoup Ève. Eh bien nous serons avec vous et je sais que nous pourrons compter sur votre témoignage, sur votre soutien, sur votre prière peut-être. C'est un conflit de conscience qu'on vit et il faut faire très attention parce que c'est très très grave. Les conséquences et les inconvénients du comportement de ces personnes sont très importantes et très négatives. Laurence Cheng, est-ce que, pour réagir à ce que vient de dire Ève, que l'on remercie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une inconscience? C'est vrai qu'il y a un gros débat de conscience de cette question. D'ailleurs, pour parler de conscience, les autorités religieuses du pays se sont quasiment toutes, presque sans exception, exprimées contre ce texte, pour bien entendu défendre la partie la plus faible, mais également défendre une certaine vision anthropologique de la société. Est-ce qu'il n'y a pas face à cela une inconscience de cette fuite en avant qui viserait à dire écoutez, les États-Unis le font, l'Espagne l'a adopté, ça n'a rien changé. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans la volonté de se mettre des œillères, de fermer les yeux devant la réalité concrète de ce qui sera mis en œuvre? Alors, je crois que le candidat Hollande était un petit peu obligé d'adopter l'engagement 31, qui est aujourd'hui un marqueur de modernité pour les démocraties de gauche. Bien malheureusement, il n'a pas le courage aujourd'hui d'ouvrir un débat pour apporter de bonnes réponses à de vraies questions. C'est vrai qu'il y a des familles homoparentales, qu'il faut peut-être améliorer les dispositifs juridiques existants, mais tout cela, même le gouvernement n'en mesure pas les conséquences. Donc c'est un projet de loi qui est mal ficelé. On a bien vu, vous parliez des auditions, qu'elles se sont déroulées dans de très mauvaises conditions. Qu'elles étaient indignes de la démocratie, qu'il y a eu une absence de débat pendant la campagne, ce qui fait que quand le garde des Sceaux ou le ministre Bertinotti nous disent que nous avons eu déjà 4 référendums, le 2 tours des présidentielles et les 2 tours des législatives, non. Je ne pense pas que tous les gens qui ont voté pour notre président ont voté pour les 60 engagements comme un seul homme. Tout comme ils auraient voté pour la possibilité pour les étrangers de voter aux élections locales, qui finalement ne sera pas et qui figurait parmi les engagements du candidat Hollande. Du temps. Donc, et moi je pense que, enfin, c'est pas de moi, mais l'ambition d'être dans le vent, c'est celle des feuilles mortes. Albéric Dumont, est-ce que, je parlais tout à l'heure des autorités religieuses, est-ce qu'elles seront présentes à la manifestation? Est-ce que pour les catholiques qui nous écoutent et qui sont nombreux d'ailleurs à avoir pris position dans ce débat, et quelle que soit leur position, leur positionnement politique, droite ou gauche, ont écouté, ont entendu, ont relayé la voix de leurs évêques en particulier, qui ont presque tous appelé à se mobiliser contre ce texte.
Est-ce qu'ils seront présents? Est-ce que vous le savez? Alors on est en contact avec eux, on a énormément bien sûr de curés qui appellent non seulement à se mobiliser, dans beaucoup de paroisses, qui appellent à se mobiliser sans préciser, mais qui organisent quand même des départs depuis leur paroisse le 13 janvier, à l'issue de la messe dominicale. On a notamment hier, on avait une réunion où on a appris qu'un imam du 92 ramènerait ses 600 fidèles et a dit qu'il prendrait les noms des absents. Donc voilà, c'est d'excellentes nouvelles. Oui. Et puis pour les autorités religieuses, nous sommes en contact avec elles, quelles qu'elles soient. Monseigneur André 23 a annoncé dans Le Parisien, je crois, qu'il viendrait saluer les manifestants. Donc je n'ai pas encore les modalités pratiques de ces salutations, mais nous serons ravis de l'accueillir et nous mettrons tout en place pour qu'il le soit correctement, ainsi que ses confrères des religions juives et musulmanes, qui certains ont annoncé leur venue. Mais comme il y a une plus grande diversité d'institutions, d'organisations au sein des autres communautés, la liste serait longue à faire. Vous nous aviez parlé au courant décembre des difficultés que vous aviez à convaincre effectivement les citoyens de confession musulmane de se mobiliser. Est-ce que les relais passent? Est-ce que vous pensez qu'ils seront nombreux? D'après le responsable des tractages en Ile-de-France, le plus grand nombre de problèmes rencontrés lors des tractages viennent de l'ouest parisien et le meilleur accueil est fait dans les quartiers nord et est de Paris. Notamment, c'est assez étonnant, j'ai même assisté dans des quartiers comme Belleville, Barbès, Rochechouart, etc., qui nous ont réservé un accueil extrêmement favorable en disant qu'ils viendraient en famille avec effectivement leurs amis et leur quartier. Oui, notre camarade Kamel Béchik, qui est un des 8 porte-parole de la Manif pour tous. Et son association Fils de France. Voilà, de arabo-musulmans, ouvert à tous bien sûr, mais patriotes, a organisé samedi 22 décembre un colloque à Paris, au centre Georges Bernanos, c'est ça, qui a eu beaucoup de succès. Il y avait une majorité de Français arabo-musulmans dans la salle, qui ont été à la fois très intéressés parce que nous, qui étions à la tribune et qui, en quelque sorte, représentions les 3 religions, Frigide Barjot, Kamel Béchik et moi-même, nous avions un discours à l'unisson et eux nous rapportaient des témoignages qui faisait état de la même conscience du problème. Et on a senti qu'il y avait quelque chose qui se levait dans ces rangs-là. Il nous reste 2-3 minutes. Albéric Dumont, c'est le moment quand même de passer les consignes à vos manifestants, peut-être. Alors, on a quelques consignes pour les gens qui seraient tentés de nous rejoindre et nous les invitons au moins à oser ou à venir voir s'ils veulent se faire une opinion par eux-mêmes. Pour les Parisiens, c'est d'éviter les transports en commun et de rejoindre les 3 points de départ, place d'Italie, place d'Enfer Rochereau et Porte-Maillot à pied, pour laisser les transports en commun aux provinciaux et aux franciliens, d'éviter pour les franciliens et les gens qui viennent de loin d'entrer à Paris en voiture le jour même, si ce n'est tôt. Arriver le plus tôt possible, bien sûr. À quelle heure commence la manifestation? Le rendez-vous est à 13h, mais les gens peuvent venir bien avant, parce que nous serons en place dès le matin même. Donc les gens peuvent venir et ils seront accueillis. D'arriver le plus tôt possible donc, sur les lieux de départ, prendre des affaires chaudes, de quoi boire, bien sûr d'être de bonne humeur. Et la consigne générale, c'est vraiment de venir en famille, avec les enfants, entre amis, homo ou hétéros, et tous en bleu, blanc, rose. Bleu, blanc, rose. Est-ce qu'il y aura des slogans? Ah bah oui. Est-ce que les gens peuvent venir avec les leurs? Alors sur la question c'est la question que nous évoquions tout à l'heure de l'identité. La Manif pour tous propose des slogans, imprime des banderoles, des pancartes et va proposer sur son site internet, l'onglet est en cours de construction, aux gens d'imprimer eux-mêmes les banderoles avec une proposition de slogan, des propositions de textes pour que les gens puissent faire eux-mêmes les banderoles pour les plus créatifs d'entre eux, sachant que les provinces sont elles-mêmes invitées. Chaque quart va venir avec sa banderole et ses pancartes de sa région, mais sous la bannière Manif pour tous, pour éviter justement certains dérapages. Laurence Cheng, pour éviter tout dérapage, une petite mise au point. Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Oui. Oui. On a beaucoup entendu parler de la figure de Frigide Barjot. Elle a énormément témoigné, s'est beaucoup mobilisée sur les plateaux de télé en particulier, dont elle est une habituée depuis quelques années. Comment a-t-elle été désignée à la tête de à la tête, si l'on peut dire, de la Manif pour tous? Est-ce qu'elle reflète aussi cet engagement spontané que vous avez tous eu en faveur contre ce texte?
Disons qu'elle a eu un appel prophétique, comme elle l'a reçu et elle l'a envoyé, comme sur d'autres sujets auparavant. Et elle a su mobiliser autour d'elle des gens très différents, effectivement, de droite, de gauche, homo, hétéro, juifs, musulmans. Elle a un style bien à elle, donc personne ne peut s'identifier à elle, ce serait difficile. Mais ce faisant, elle représente énormément le bon sens, la raison, le cœur. Elle parle avec ses tripes. Comme le font les 39 associations donc, qui composent ce collectif de la Manif pour tous, dont je rappelle le site internet www.lamanifpourtous.fr. Vous retrouvez tous ces éléments sur le site internet de La Voix est libre. Merci à tous de nous avoir suivis. À vous Albéric Dumont, Lionel Lombroso, Laurence Cheng, Nathalie de Villiancourt d'avoir participé à cette émission et à vous tous de nous avoir appelés. Excellente journée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de Clément Soudaille à 10h06 et 18h15. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h06 et 18h15. Chant, musique et liturgie. Tous les dimanches à 7h, une émission proposée par Charles-Éric Auguel. Diapason, le magazine de la musique classique.